Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en gros je vais vous montrer Attends. 1, 2, 3, go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour... Ah! Fuck. Comment je le dis? 1, 2, 3, go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer mon système de risk management en trading. En crypto en général, genre comment que je gère mon risque. En gros, c'est vraiment très très important que ce que je vais montrer là. C'est vraiment quasiment le plus important. Genre l'analyse technique, peu importe, c'est pas ça qui est vraiment vraiment important. Qu'est-ce qui est important, c'est surtout ça ici, qu'est-ce que je vais montrer là. En gros, j'ai vraiment détaillé, vraiment en détail là, toutes les manières que j'utilise pour en gros atteindre les trois objectifs qu'on a là, que j'ai mis ici. J'ai vraiment tout détaillé avec du texte et tout, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Donc voilà, donc on peut commencer directement par en gros les conditions de base. Donc ça c'est pourquoi que j'ai mis des conditions de base, c'est parce que ça va avec ces conditions-là, on va pouvoir créer un système de risk management qui va être le plus optimal. Donc c'est vraiment ça le but. C'est qu'en gros, par exemple, sans la condition de base que Bitcoin fait juste en gros trend up, ça veut dire qu'il fait juste monter tranquillement pas vite avec le temps, parce qu'on va s'entendre en fond, si vous voulez utiliser ce système de trading, ce système de risk management-là, il faut s'entendre pour dire que Bitcoin, fondamentalement, genre, sur du vraiment très très long terme, sur par exemple du weekly, du monthly, va avoir tendance à augmenter, vu que genre le système fiat et tout est pas fait pour que le Bitcoin, par exemple, baisse. Parce que la monnaie en général va toujours perdre de la valeur et, euh, et Bitcoin va toujours gagner de la valeur. Donc voilà. Donc ça, c'est la première condition. Et ensuite, la deuxième condition, c'est que je vais juste brancher mon PC. Bon. Donc en gros, la deuxième condition, c'est que ton système de trading en futures, donc en gros un levier, avec comme ça ici, une invalidation puis un take profit, comme ça, il soit rentable. Donc ça, en gros, c'est les deux conditions de base qu'il faut avoir pour utiliser ce système-là. Si tu n'as pas ça, ben voilà, si tu n'es pas d'accord avec ça ici, ou que tu n'as pas ça ici, ben on peut pas utiliser qu'est-ce que je vais montrer là. Donc voilà. Donc ça, c'est les conditions de base, c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc après, les objectifs, c'est quoi? Premièrement, le premier objectif, c'est de diminuer les risques, ou en tout cas diminuer les dégâts dans le cas où est-ce qu'on aurait un autre faillite du type FTX. Donc en gros qu'un exchange fasse faillite, donc un SEX fasse faillite. Donc c'est ça le premier objectif, c'est ça. Après ça, le deuxième, c'est maximiser le capital disponible. Donc en gros, que tu aies 100$ ou 100 000$ ou 1 million, ça ne change rien. Le but, c'est de maximiser le rendement disponible, de maximiser le rendement du capital disponible. Donc en gros, le but, c'est pas de protéger le capital puis d'avoir une courbe de croissance vraiment petite avec des petits pourcentages par année. Non, le but, c'est d'avoir une courbe de croissance exponentielle, en gros, qui va commencer tranquillement ici puis qui va augmenter comme ça avec le temps, puis que ça soit vraiment exponentiel. Donc c'est ça le but. Ici, donc, maximiser le capital disponible, c'est vraiment d'avoir une courbe de croissance exponentielle du capital pour justement, même si tu pars avec, par exemple, 1000$, ben que ta courbe de croissance soit exponentielle, puis qu'en gros, même si tu pars avec 1000$, tu peux te rendre à 1 million, puis en gros, en utilisant ça. C'est juste de la maths, c'est pas quelque chose de. On va pas risquer 50% du capital ou quoi que ce soit. On va vraiment juste utiliser la mathématique pour nous aider à justement maximiser les rendements avec le capital disponible. Puis après ça, contrôler les périodes de drawdown pour justement pas que les périodes de drawdown soient trop petites, parce que ces périodes de drawdown sont trop petites en termes de pourcentage. Donc par exemple, la période de drawdown, c'est juste 3% de ton capital. Donc par exemple, tu perds 3% dans tes plus grosses périodes de drawdown, ben après ça, tu ne pourras pas faire des gros gains. Parce que ben voilà, ton risque reward il va diminuer vu que tu risques beaucoup moins comparativement à quelqu'un, par exemple, qui va perdre 15% quand il va avoir sa pire période de drawdown. Mais après ça, il va faire un x2 sur son capital quand il va avoir quand il va bien faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça ici c'est important, que ton système de trading soit rentable, pour que même si tu as une période de drawdown, que ça soit calculé, puis qu'après ça, que quand que tu reviens en positif, tu reviens pas juste un petit peu en positif, tu reviens énormément en positif. Donc voilà. Donc c'est ça le but. Donc c'est augmenter la volatilité du capital. Donc en gros, augmenter la volatilité, mais pas l'augmenter trop pour pas perdre tout son capital. Donc pour pas tomber à zéro,
mais avoir assez de volatilité dans son capital pour pouvoir euh, retirer le plus de gains possible. Donc, c'est ça, on n'est pas là pour avoir des petits pourcentages de gains, on est vraiment là pour optimiser les gains potentiels euh, tout en perdant pas tout. Donc, en gros, le but, c'est de ne pas faire faillite, puis le but, c'est de faire le plus possible. Donc, en gros, c'est ça. Euh, donc, là, en gros, j'ai comme divisé par trois objectifs. Après ça, le premier objectif va être là, le deuxième va être ici, puis le troisième va être là. Donc, le premier, c'est quoi? C'est ici, c'est diminuer les risques de la faillite d'un centralized exchange. Donc, en gros, diminuer les risques ou diminuer plutôt les dégâts potentiels d'une faillite d'un exchange. Donc, qu'est-ce qui va être important de faire? En premier, ça va être de savoir où est-ce qu'il faut placer son capital. Donc, où est-ce qu'on peut le placer? C'est premièrement, sur les centralized exchanges, mettre maximum 30% du capital réparti sur minimum 2 exchanges. Donc, 2 exchanges, c'est quand même très très bon. En gros, je vais montrer pourquoi 2 exchanges, parce qu'en gros, on va avoir 2 portefeuilles, puis en gros, on va pouvoir les diviser. En vrai, on va en avoir 3, mais on va surtout en avoir 2 ici qu'on va pouvoir utiliser activement. En gros, on va pouvoir diviser en 2 exchanges. Donc, par exemple, je sais pas, tu utilises Binance ici, puis tu utilises Mexi ici. En gros, tu vas en avoir 2 ici qui vont être pertinents. Puis en gros, ces 2 portefeuilles-là vont être un petit peu séparés. Donc, comme ça, tu vas voir, par exemple, tu peux mettre 15% ici, 15% du capital par exemple, sur Binance. Donc, bam. Donc, par exemple, ici, tu mets 15% sur Binance. Euh, et tu mets 15% sur Mexi ou je sais pas, sur Bybit, peu importe. C'est juste un exemple. C'est juste pour montrer en gros que, ouais, voilà. Donc, en gros, tu aurais 15% ici, puis 15% par exemple ici. Donc, ça ferait. Oups. Donc, en gros, qu'est-ce que ça ferait? C'est que par exemple, même si Binance fait faillite, tu gardes quand même 15%. Donc, en gros, tu fais juste perdre 15%. Le seul problème, c'est que tu peux pas non plus mettre plus que 30 parce que des fois, qu'est-ce qui va arriver? C'est que par exemple, Binance fait faillite. Après, il va y avoir Mexi qui va faire faillite à cause que Binance a fait faillite. Donc voilà, faut pas non plus mettre plus que 30%. Donc voilà, pour moi, c'est pas mal le maximum que tu peux mettre, genre 30%. 15% sur un exchange, 15% sur un autre, je trouve que ça fait du sens. Puis après ça, 70% juste en dehors des exchanges. Donc voilà, donc là, comme j'ai mis ici. Puis voilà, donc ça, c'est le premier objectif qui va vraiment être le but, ça va être de diminuer son risque par rapport aux exchanges qui font faillite. Donc ça, c'est le premier risque. Après ça, le deuxième, ça va être maximiser le capital disponible. Donc, en gros, le but, ça va être de maximiser. Là, c'est vraiment là qu'on est. Quand on peut générer le plus de profit possible. Donc, en gros, l'étape 2 et l'étape 3. J'aurais peut-être fallu que je mette l'étape 3 avant l'étape 2, mais c'est pas si grave. Donc, en gros, comment qu'on peut maximiser le capital qu'on a. Là, ça va être vraiment ça notre but ici, tout en gérant le drawdown qui va être là. Donc, comment on peut le maximiser? C'est qu'en gros, tu peux séparer ton capital en 3 catégories pour moi. Donc, en gros, tes 3 catégories sont là. Donc, en gros, tu as l'investissement. En gros, tu as l'investissement qui est là. Après ça, tu as le spot, les spot plays que je vais appeler. Donc, en gros, c'est l'investissement en spot, mais qui va être plus sur quelques semaines, par exemple, au lieu d'être plusieurs mois quand que je vais parler ici investissement, puis que je vais vous montrer. Puis après ça, futures trading, ça peut être n'importe quoi. C'est juste ton système de trading, genre en scalping, peu importe qu'est-ce que tu utilises. C'est juste en gros ici, c'est vraiment, puis on peut commencer par là, c'est vraiment ça le plus important. Donc en gros, cette partie-là ici, c'est vraiment ça qui va te permettre de générer du cash flow. Donc en gros, ça va être ça qui va te permettre de générer du profit. Puis qui va après ça te permettre de faire ça ici, puis de faire ça ici. Mais si ça ici, tu perds de l'argent, donc ici, le restant, tu ne pourras pas le faire. Donc voilà. Puis après ça ici également, j'avais oublié, mais c'est qu'est-ce que j'expliquais tantôt, déposer 15% du capital sur un exchange pour les futures et 15% sur un autre exchange pour les spot plays. Donc en gros, tu vas avoir, par exemple, comme que j'ai expliqué, 15% sur Binance pour les spot plays, puis 15% par exemple sur Bybit, Mexi, peu importe, pour les futures. Donc, ça va te permettre de séparer tes deux ici, tes deux portefeuilles qu'on a là, puis après ça, le restant, ça va être en investissement. Ou juste en gardant en USDT, par exemple, peu importe, sur un cold wallet ou sur un hot wallet, peu importe. Donc, ok. Donc, pour les futures trading, le but, c'est de générer un cash flow pour accumuler le plus de BTC. Donc ça, en gros, pourquoi que je dis ça? C'est parce que le but, c'est de générer le plus de PNL possible
pour investir une partie de son PNL dans BTC. Pour ça, j'ai expliqué comment on peut le faire de manière à ce que le but en gros de faire ça ici, ça va être d'augmenter la volatilité de son portefeuille. Puis vu qu'on assume que BTC monte avec le temps, donc trend up, en gros, la volatilité du portefeuille devrait nous donner un rendement. Donc voilà, donc un rendement plus important que par exemple sur l'SP500 ou peu importe. Donc c'est ça qu'on assume ici avec cette partie-là investissement. Et après ça, avec la partie future trading, c'est un petit peu ça le. C'est vraiment ça le but, c'est de générer un cash flow pour acheter du BTC au maximum. Donc voilà. Donc après ça, donc c'est ça. Donc le but, c'est d'accumuler le plus de BTC tout en ayant un drawdown acceptable. Donc en gros, maximum 20% à mon avis du drawdown. Ça veut dire par exemple, tu as 10 000 $, ben, juste en tradant en levier, tu peux pas en gros perdre plus que 2 000 $. Donc en gros, le but, c'est de ne pas perdre plus que 2 000 $ en tradant en futures. Puis je vais vous montrer comment on peut calculer ça pour ne pas perdre plus que 2000. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie dans Future Trading. Puis la deuxième partie, pour avoir encore plus de capital, puis augmenter l'effet de levier de son capital. Donc en gros, augmenter les rendements de son capital, ça va être d'utiliser les prop firms. Donc après, personnellement, ça dépend comment gros est votre capital, mais genre, ça vaut pas nécessairement, par exemple, tu as 10 000 $, ça vaut pas nécessairement la peine de mettre 1000 $ sur une prop firm pour avoir un compte à 200 000, par exemple. Pour moi, ça vaut pas nécessairement la peine parce que la prop firm peut faire faillite, tu peux avoir plein de choses qui font que finalement, ton 1000 $ que tu auras investi là-dedans va pas être rentable. Donc pour moi, par exemple, c'est de mettre un plus petit pourcentage. Donc par exemple, tu as 10 000 $, tu achètes un compte à 50 000 par exemple. Donc ça va te coûter beaucoup moins cher, mais tu augmentes énormément quand même. Tu utilises quand même l'effet de levier des prop firms, mais pas trop. Donc c'est un petit peu ça que j'essaie d'expliquer, c'est de ne pas trop l'utiliser, mais de bien l'utiliser. Voilà, donc c'est quand même un très très bon outil. C'est juste un outil que tu as qui peut être intéressant, c'est juste de ne pas trop l'utiliser, puis aussi de juste comprendre que juste avec son capital de base, tu peux quand même avoir un equity curve, donc en gros avoir une performance qui est exponentielle. Donc c'est pas si grave, même si les profils au début sont, même s'ils sont très très intéressants, moi je trouve pas qu'il faut pas non plus trop les utiliser. Donc voilà, donc ça c'est mon avis, mais elles sont quand même très intéressantes, puis c'est vraiment une alternative qui est très très bon pour augmenter son capital qu'on peut trader avec. Donc voilà, donc ça c'est la partie future trading. Donc générer un cash flow, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Après ça, spot plays. Donc en gros, si par exemple, encore une fois, tu as 10 000 $, ben, le but, ça serait de mettre 15% du capital, donc en gros mettre 1500 $ sur un autre compte qui va être utilisé pour trader les altcoins en spot ou trader Bitcoin, peu importe, mais ça va être plus les altcoins. Puis, en gros, le but, ça va être d'utiliser un petit peu cette stratégie qui est vraiment simple. C'est juste qu'en gros, le but, c'est juste que tu achètes quand on a des retracements, puis tu revends quand on fait un niveau plus haut. Basically, moi, c'est ça que je fais. C'est juste, tu regardes, ok, est-ce qu'il y a des altcoins qui sont bullish en daily ou en weekly? Puis après ça, tu achètes quand on pull back, puis tu vends quand on fait un niveau plus haut. Donc, c'est pas mal ça le but. Après, c'est ça. Pour faire ça ici, il faut qu'on soit dans un marché aussi. Si on est dans un marché baissier, ça va pas trop fonctionner. Puis sinon, personnellement, ma stratégie, moi, pour accumuler un altcoin, par exemple, je vais acheter 15% de mon capital sur un altcoin, ou 1 à 3 altcoins, ben, je vais utiliser cette stratégie-là ici, qui va être en gros, je vais établir un POI, que je vais mettre 30% ici de ma position. Donc par exemple, je vais mettre 15% sur juste un altcoin. Ok, ben je vais mettre 5% de mon capital ici, sur ce POI-là. Après ça, quand on vient sweep le lot ici, puis qu'on réintègre le range, par exemple là, je vais remettre 30% de mon capital, donc je vais être in à 60%. Et après ça, je vais attendre la confirmation de l'accumulation ou qu'on vient de juste casser la structure ici, par exemple. Et là, je vais add le dernier 40%. Puis je vais take profit sur un niveau plus haut. Donc voilà, c'est un petit peu ça la stratégie. Par exemple, on peut prendre l'exemple Doge, par exemple. Okay. Donc Doge, ici, par exemple, quand on a vu ce retracement-là, ben ici, tu établis par exemple ton POI, donc qui est là. Donc par exemple, ton POI, là, c'est le dernier mouvement baissier avant le grand mouvement haussier. Tu adds 30% ici. On vient sweep le lot juste là, un autre 30% ici. Puis après ça, on vient confirmer l'accumulation ici, un autre 40% qui est là. Donc en gros, tu es in en spot comme ça. Après, tu peux te mettre une invalidation. Tu n'es pas obligé de perdre 15% de ton capital. Tu peux par exemple mettre une invalidation ici. Et tu peux target un niveau plus haut. Donc voilà, donc là, ça te fait 139% environ de gain.
Donc tu doubles, tu même plus que doubles ton 15%. Donc ici, tu fais à peu près 15 ouais, tu fais à peu près 20% de gain de plus sur ton capital. Juste en ayant fait, par exemple, ce play-là. Puis après ça, tu prends ton profit là, puis tu attends une autre opportunité de, par exemple, d'avoir un retracement sur un altcoin, d'acheter ici, puis de vendre sur un nouveau flux. Donc voilà, donc ça, c'est l'idée de base pour les spot plays. C'est ça, un bon spot play, c'est environ 1 x 2, puis de ne pas être greedy. Donc en gros, d'essayer de faire, en gros, c'est juste d'essayer de faire un peu de profit sur le spot, sur les altcoins, sans trop vouloir forcer, puis de trop vouloir faire de profit, puis en mettant trop de risques. Donc en gros, ici, tu n'es même pas obligé de mettre 15% de risque, tu peux par exemple juste mettre 5% de ton capital sur un altcoin, puis c'est correct. Puis après, c'est ton 5% que tu veux mettre, tu peux le diviser en 3 entrées comme ça ici. Donc c'est vraiment, ça dépend de la qualité de l'opportunité, ça dépend en gros de la structure du marché, juste en général. Quand tu analyses, par exemple, je sais pas moi, Total, USDT dominance, peu importe, genre tu dis, ok, ça c'est vraiment une opportunité vraiment parfaite, fait que je vais mettre 15%. Mais après, si c'est pas parfait, tu peux mettre 5%. Si c'est moyen, tu peux mettre 10%. Puis de pas trop s'éparpiller, mettre entre 1 et 3 altcoins. Donc ça, c'est un peu les spot plays. Ça, finalement, investissement. Donc c'est ça le plus intéressant. C'est ça, en gros, qui va utiliser la condition de base ici, qui est Bitcoin qui monte avec le temps, donc trend up with time. Donc c'est ça. Donc en gros ici, qu'est-ce que moi personnellement j'aime bien faire, c'est par exemple, tu fais du profit en spot, tu fais du profit en futures, tu prends la moitié, tu le mets en USDT, tu prends l'autre moitié, en gros tu gardes les USDT pour acheter du BTC. Donc tu n'es pas obligé d'acheter directement du BTC. Mais en gros, je vais donner un exemple. On va aller sur BTC. Bah, ok. Donc par exemple, ok. Donc on va faire par exemple l'exemple ici. Donc ici par exemple, tu es là. Et en gros, tu trades en futures, puis tu fais des plays en spot. Donc, par exemple, ici, je sais pas moi, tu arrives à, par exemple, tu as 10 000 puis tu arrives à faire 5 000 Donc, en gros, tu arrives à faire un 50% dans tout ce range-là. Puis après ça, mais tu veux pas acheter du BTC parce que tu trouves qu'il est trop haut, puis qu'on est en train de distribuer. Comme que je montrais ici en janvier, par exemple. Euh, donc, voilà. Donc, par exemple, tu attends ici, tu dis, ok, non, ça, c'est pas un bon endroit pour utiliser cette stratégie-là ici. Donc, je veux juste attendre. Puis après ça, quand on a ce retracement-là ici, par exemple, tu as 5 000 que tu fais de profit. Tu peux décider, ok, ben, je vais mettre 2500 sur BTC, mais je ne vais pas le mettre d'un coup. Donc, je vais par exemple mettre, je sais pas moi, je vais mettre ici, par exemple, 2500, tu peux mettre 500 là. Après ça, quand on vient re-sweep, tu peux mettre, par exemple, un autre 500 Donc là, tu es in à 1000 Après ça, je sais pas moi, tu peux mettre un autre 500 Donc là, par exemple, tu as mis 1500 de BTC ici. Puis après ça, voilà, non. Tu fais juste mettre 1500 ici. Puis après ça, si jamais, par exemple, ici, on vient à distribuer, tu peux soit prendre des profits sur BTC ou juste attendre qu'on ait un retracement pour add encore plus. Donc, tu n'es pas obligé de mettre 50% de tes profits genre directement là. Le but, c'est juste qu'en général, si on regarde sur du long terme, on a un high, puis on a un low ici sur BTC. Donc, par exemple, tu achètes ici une partie, après ça, tu trades encore là, par exemple ici, ici. Après ça, par exemple, BTC dip ici. Donc là, tu en rachètes encore là. Donc en gros, là, ton prix moyen revient ici. Par exemple. Après ça, ok, on a un autre dip comme ça ici. Après ça, tu rachètes là encore une fois. Donc par exemple, à chaque fois que BTC dip, tu fais juste racheter de plus en plus pour accumuler ton nombre de Satoshi, donc de BTC. Puis une fois qu'on vient faire un nouveau plus haut, ben là, c'est là que ça paye. Parce qu'en gros, par exemple, une partie de tes gains en futures, ben, tu l'as fait travailler, puis tu l'as investi. Puis après ça, ben, par exemple, je sais pas moi, ton prix d'entrée moyen ici, par exemple, puis là, tu as fait un fois deux. Juste avec les profits que tu as fait. Donc, tu as fait 2 fois plus de profits que si juste t'aurais laissé tes USDT dormant comme ça sur un wallet. Donc voilà, après tu peux mettre 25% du PNL, tu peux mettre 10%, peu importe, 75%, peu importe. C'est juste, ici le but c'est d'augmenter la volatilité du portefeuille, ben pas nécessairement du portefeuille, mais du capital, pour augmenter encore plus ses gains. Puis déjà de base, juste en faisant ça ici, tu peux avoir ben, c'est très possible d'avoir une courbe exponentielle, genre de faire énormément de gains, même avec par exemple juste 1000 de départ. Mais en plus, si tu mets ça en plus, puis tu fais des spot plays de temps en temps, donc par exemple une fois aux 2-3 mois, que tu as un très très bon altcoin à acheter, puis que tu fais par exemple un x2, ben encore une fois, ces gains-là, tu peux en mettre une partie là-dedans, puis l'autre partie, tu gardes en stablecoin. Même chose ici, à chaque fois que tu fais des gains, tu peux mettre une partie en BTC, tu gardes une partie en stablecoin. Donc pour moi, c'est vraiment très intéressant de faire ça. Et là, on passe dans la partie un peu
peu plus genre mathématique, qui est comment contrôler les périodes de drawdown. Puis là, on parle vraiment de ça ici, euh, donc du compte en futures. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment le compte le plus important. Genre celui-là ici, même si par exemple ton investissement BTC est down, donc il est en négatif, si tu continues à générer un cash flow, c'est pas grave. Donc voilà. Parce qu'en gros, tu vas continuer à générer un cash flow pour réinvestir dans BTC. Pour après ça, quand il va faire un nouveau plus haut, tu vas être good. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu sur BTC. Puis même, par exemple, on prend l'exemple ici, qui était une correction de moins 77%. Donc par exemple, tu vas commencer à trader, je sais pas moi, ici, tu commences à faire cette stratégie-là. Tu vois qu'on est on était très haut, je ne vais pas acheter ici du BTC, je vais attendre la correction. Donc ici, tu vois, on a en gros, on a une accumulation ici qui fait que tu peux utiliser un petit peu cette stratégie-là pour entrer en position en investissement, par exemple. Donc, par exemple, tu as un prix d'entrée moyen qui est là, par exemple, qui est ici. Après ça, on a ce mouvement aussi là, tu dis encore une fois, non, ça ne tente pas d'acheter. Donc après, par exemple, tu en achètes un peu ici, puis ton prix moyen, il remonte un petit peu, par exemple, il remonte à là. Puis après ça, on a ce déplan encore une fois ici, tu rachètes, par exemple, il est là. Après ça, tu continues à trader là-dedans, donc là, il y a quand même pas mal de temps. Puis là, on va assumer que tu fais encore une fois des profits en cash flow. Donc après, ici, par exemple, ok, on dip encore une fois ici. Après, tu adds, par exemple, là. Donc là, tu adds, ton prix moyen est peut-être ici, vu que tu avais quand même eu pas mal. Puis après, ok, on a l'autre dip ici. Donc là, tu peux voir, tu es quand même down sur ton investissement. Tu es down 30% par exemple. 30-40%. Après ça, ici, tu as énormément de temps pour trader puis pour accumuler du BTC. Donc ici, tu as énormément de temps. Genre, tu as juin jusqu'à janvier. Donc ici, par exemple, tu dis, ok, ça c'est une bonne opportunité. À chaque fois, je vais faire des profits, je juste add à ma position. Donc encore une fois, ici, ton prix moyen, tu descends, tu descends. Donc par exemple, je sais pas, mais il est rendu là. Par exemple, ton prix moyen est rendu à 23 000, par exemple. On peut voir que là, pendant tout ce temps-là, après ça, quand tu regardes le prix compte en ce moment, tu as 329% de profit. Donc voilà. Puis après ça, tu peux par exemple TP une bonne partie ici. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ça le but que je veux montrer, que si en général BTC monte avec le temps, à chaque fois qu'il y a des dips, c'est intéressant de racheter une petite partie de son PNL pour après ça target les plus hauts. Donc voilà. Donc après ça, on va revenir là-dessus. Ok, donc la première étape pour contrôler les périodes de drawdown, c'est ça ici. Pour faire ça, il faut avoir au moins 30 trades avec des données fiables. Donc on va avoir des données que je vais vous montrer sur, en gros, ici. Donc, Monte Carlo. En gros, ça ici, après ça, je vais vous montrer avec un compte démo donc, que j'ai mis sur Mexi. Bah, donc, par exemple, j'ai pris, je crois que ouais, j'ai mis genre 50 000 en démo, juste pour montrer en gros, pourquoi que les leviers, ça sert à rien. Je vais juste montrer vite fait que ça sert absolument à rien de mettre, par exemple, 500x ou 2x, ça change absolument rien. Donc voilà, mais après, qu'est-ce qu'on va faire avant? C'est d'utiliser, c'est pas le bon site. Juste essayer de trouver, ouais, c'est lui ici, How to Trade, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Donc en gros, c'est ce site-là pour faire une simulation de Monte Carlo. Donc en gros, qu'est-ce que ça va nous permettre, cette simulation-là? Ça va nous permettre d'optimiser comment qu'on peut risquer par trade. Donc, le but, ça va être de viser un peu un drawdown maximal théorique. Donc, en gros, c'est quoi que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'avec les données que tu vas voir là, tu vas pouvoir faire une simulation de ta stratégie qui est là. Donc, en gros, tu vas faire une simulation avec différentes equity curves. Puis cette simulation-là va te permettre de déterminer, ok, dans le pire des cas, c'est quoi qui pourrait arriver avec ma stratégie. Donc, avec les statistiques que j'ai avec ma stratégie, c'est quoi qui pourrait arriver dans le pire des cas. Puis en gros, viser un drawdown en 10, mais là, 30%, c'est vraiment beaucoup, mais genre, ça dépend de la grosseur de ton capital que tu as. Par exemple, tu as 500$, tu peux avoir 30% de drawdown. Donc voilà, viser entre, par exemple, 10 et 30% de drawdown maximal théorique. Donc après ça, qu'est-ce que ça va nous permettre, ça? Ça va nous permettre de pas juste risquer, par exemple, 1% comme tout le monde fait, ou 2%, peu importe. Ça va nous permettre de risquer, en gros, chaque trader va pouvoir risquer le pourcentage qu'il veut. Donc en gros, chaque trader va pouvoir risquer, par exemple, pas nécessairement qu'il veut, mais qui est le plus optimal par rapport à sa stratégie à lui. Donc en gros, ça va être vraiment de dire, ok, toi, ta stratégie a le temps de win rate avec un risque reward de temps, ben toi, tu peux risquer 1,25%, tandis que quelqu'un d'autre peut risquer, par exemple, 2% par trade. Puis l'autre personne peut risquer 0,5% par trade. Donc voilà. Donc on va faire juste montrer vite fait. Donc par exemple, si on va mettre 10 000, vu
qu'on est à 10 000 depuis le début de la vidéo, on va mettre 10 000. Donc par exemple, tu as 10 000 $. Puis tu dis, ok, ben moi, on va commencer par mettre 1% de risque par trade. En gros, c'est comme la base de risquer 1%. Ok, donc tu as 10 000, tu veux risquer 1% par trade. Puis après ça, mettons, je vais mettre des stats pour que le système soit en profit. Mettons, tu fais 70% de win rate avec, par exemple, un 2 de risk reward. Donc ça, comment on le calcule? Take profit stop loss ratio. Ben c'est en gros, ça va être ta moyenne des gains. Donc des trades gagnants. En gros, quand tu gagnes des trades, c'est quoi ta moyenne de tes gains? Divisé par la moyenne des pertes. Donc c'est juste ça. En gros, par exemple, je sais pas moi, tu gagnes en moyenne 2 R. Puis quand tu perds, je sais pas moi, 0.8 en moyenne. Donc ça ferait 2 divisé par 0.8. Oups. Ça ferait 2.5. Donc en gros, ton take profit divisé par stop loss ratio serait par exemple 2.5. Puis là, mettons, tu mets 2.5. Puis par exemple, ton pourcentage de trades gagnants est 70%. Puis après ça, ici, on s'en fout. Hein. 48. On peut mettre par exemple 100 trades par mois avec, mettons, 100 mois. Fait que ça ferait 10 000. Je sais pas, ça va peut-être être trop. On va voir. Ah, mais là, j'ai mis, attends. On pourrait aussi enlever ça. Ah. Ouais, ça va peut-être être trop. On va voir ce que ça donne. Mais bon, en gros, c'est que j'aurais aimé ça enlever break-even trades parce qu'en gros, tu peux mettre 0 puis mettre juste 70%. Ouais, là, je crois que ça fait trop de trades. En vrai, c'est pas si mal. Ok, donc on va garder ça. Ou on peut juste le refaire avec 0 break-even trade. En gros, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est ça ici. C'est pas un result balance ou result percentage, return percentage, on s'en fout. En gros, c'est que tu vas regarder ces trois ici, donc most possible, worst, puis best. Puis ensuite, tu vas regarder cette case-là, maximum drawdown. C'est vraiment ça qui va être important, maximum drawdown. Puis qu'est-ce que ça va te permettre, ça? Ça va te permettre de calculer ton drawdown maximal théorique avec la simulation de Monte Carlo. Voilà. Donc ici, par exemple, dans ce cas-là, avec 70% de trades gagnants, avec 2.5 de RR qu'on a calculé ici, donc ça ici, 2 divisé par 0.8, donc ça te fait un drawdown maximal de 6.8% ici, après ça tu as 8.6 là, puis après ça tu as 6.8. Donc en gros, tu vois que ça tourne à peu près autour de, là, voilà, c'est pas parfait, parce que si par exemple on le refait ici, si on refait Simulate Returns, ça va rechanger ici. Ça va pas être le même chiffre ici. Ça va pas être le même chiffre là. Ça va être à peu près. Donc on peut dire qu'à peu près, ton pire drawdown serait à peu près 8% qu'on pourrait dire. Parce que par exemple, on le refait. Donc en gros, qu'est-ce que ça dit, c'est que, ok, si je risque juste 1%, mon drawdown maximum serait il serait de 8%. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme comme 8%. On voudrait plus être en 10 puis mettons 20%. Après 30%, c'est un plus petit capital. Mais entre 10 puis 20%, c'est plutôt ça le but. Donc par exemple, ici qu'on veut être à 20%. Puis ici, après là, juste pour que ça aille plus vite, je vais juste enlever le nombre de trades qu'on prend. Donc ça va être moins précis, mais c'est pas si grave. Par exemple, ici, ok, c'est encore à 6.8. Je crois que c'est parce que j'ai vraiment mis beaucoup de trades. Mais d'habitude, ça. Oh non, c'était plus. Ouais, c'était plus que 6.8 tantôt. Voilà, 6.8. Ok, 9.6 par exemple ici. Donc là, tu vois, tu es à peu près à 10. Donc en moyenne, ça fait à peu près 8. Moi, je dirais 8, 8.5 ici de drawdown maximal théorique avec les stats qu'on a là. Donc par exemple, ici, tu veux être à 20% ou à, ouais, mettons 20%. Mettons qu'on essaie de mettre 2% de risque par trade. Puis là, j'ai mis moins de trades. Là, fait que ça se peut que ça soit moins fiable. Voilà, ça va être plus rapide. Donc, si par exemple 13%, 11%, 13%. Donc là, tu vois que ça a augmenté un peu. On peut en refaire. Juste pour voir. Donc, en gros, tu peux le faire plusieurs fois pour vraiment voir. Ok, 11%. Donc là, tu vois que tu es plus vers le 11%. Si on refait, juste pour voir, si on refait encore avec 10 000 trades, donc ouais, je le trade par mois, puis nombre de mois total. Donc en gros, le but, c'est juste de montrer un peu que c'est ça. Il faut que tu regardes le maximum drawdown, puis tu essaies d'avoir qu'est-ce que tu vises. Donc 10, 15, 20% de drawdown maximal théorique. Donc voilà, je crois que c'est clair quand on peut le refaire. Juste voir qu'est-ce que ça va donner ici, mais voilà, donc 11%, 14%, donc voilà.
14% serait pas mal le pire, parce que là, tu es quand même à énormément de trades. Donc 100 x 100, ça fait 10 000 trades. Donc ouais, je pense que tu pourrais dire que ça, c'est quand même bon, là, 11%, avec 2% de risque par trade. Donc voilà, donc ça serait le type de... Le type de stratégie. Avec ce type de stratégie, avec ce type de stat-là, ça ferait ça comme résultat. Donc, donc après ça, là, tu le sais, par exemple, dans ce cas-là, ok, on va risquer. Par exemple, tu te dis, ok, moi, je veux risquer à peu près 15%. Je veux risquer à peu près 15% de rendement maximal théorique. Ça veut dire que par trade, tu veux risquer 2%. Donc, risque par trade, par exemple, qui est de 2%. Puis ton drawdown, par exemple, on va mettre juste drawdown max théorique est de 15%. Donc, j'espère que ça, c'est clair, cette partie-là. Donc, voilà. Donc, par exemple, tu dis, OK, ça, c'est mon risque par trade qui est de 2%. Et mon drawdown maximal théorique est de 15%. Et là, par exemple, tu as un capital de 10 000 $. Par exemple, on va encore regarder 10 000. OK. Donc, avec ton capital de 10 000 $, ici, on va pouvoir calculer la taille de position pour tes trades en futures. Donc, en gros, ça va te permettre de tout le temps risquer 2%. Donc, 2% de 10 000, c'est 200 $. Donc, ici, par exemple, on va faire un exemple. Ça c'est la formule pour calculer qu'est-ce que je montre là. Donc, comme pour calculer 2% de risque par trade. Donc, ici, par exemple, on a 200 $. Ça, c'est ton risque en dollars. Même ici, on va mettre 50 000 parce que dans le compte démo, j'avais mis 50 000. Donc, pour vous montrer, on va mettre 50 000. Puis là, 2% de 50 000. Donc, 2% de 50 000. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait tellement que je suis mauvais en calcul mental. Ça fait quoi? Ça fait 1000. Ok, ouais, je comprends. Ok. Ok, bon. Fait que 1000. Ok. Donc, 1000 de... Donc, par exemple, si tu veux prendre 1000 $ de risque, avec par exemple un stop loss de, je sais pas moi, 1,1%, 1,2%, peu importe. 1,2%. Ok, donc tu veux prendre 1000 $ de risque avec 1,2% vu que tu as un capital de 50 000. Ok, donc ta taille de position ici, ça va être ton risque divisé par ta taille de stop loss fois 100. Donc, en gros, ton risque ici, ça va être 1000 divisé par ta taille de stop loss, par exemple, ça va être 1,2%. Donc, tu vas, en gros, le 1,2, tu fais juste enlever le pourcent et tu fais juste le mettre ici. Tu fais juste mettre 1,2 fois 100. Ici, tu ne mets pas 1,2. Tu sais, quand tu calcules, tu fais pas 1,2%. Tu mets pas tu fais pas, voilà, donc tu mets pas pourcent comme ça. Tu fais juste mettre 1,2 comme ça, fois 100. On va le faire. Fait que 1000 divisé par 1,2. Oups. 1,2 fois 100. Fait que ça te fait 83 333. Fait que 83 333 de taille de position. Puis là, on va aller voir. Mexibam. Donc là, en gros, ça va être. Puis on peut l'enlever. Donc voilà, donc ça, en gros, ça va être ta. Donc ça va être ta taille de position. Donc on va mettre 83 333. OK. Et on va mettre une invalidation à 1,2% du prix. Donc ici, ils sont en 5 minutes. On va regarder c'est quoi le prix. Donc 1,2%. Ça nous fait... Donc on va mettre 100 500 par exemple. 100 000. Ouais, là ça bug. 500. OK. Ça, on va enlever ça. 83 300, 100 500. Donc, on peut voir ici que tu risques 958. Donc, on peut voir que c'est très très proche de 1000. C'est très très proche. Donc là, 958. Après, l'affaire, c'est que le prix augmente un peu. Mais si on va vraiment précis, bam, on va juste... On peut voir que c'est très très proche de 1000. Parce qu'en gros, le calcul est bon, c'est juste que le prix a un peu bougé. Donc là, ça devrait être bon. Donc là, ça devrait être 1000. Donc voilà, on peut voir que c'est très très proche de 1000. Donc si par exemple, je long comme ça, bam, avec... Donc là, je sais pas si ça va fonctionner parce que ça se peut que ça bug. Mais en gros, qu'est-ce que je voulais vraiment montrer, c'est que je sois en levier 500 ou en levier
2, ça change absolument rien. C'est vraiment juste la taille de position qui est importante. Après, là, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, là, de le voir avec l'entrée puis le stop. Mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment ça ici. C'est vraiment la taille de position que j'ai mis là, donc 83 333. C'est vraiment ça qui est important. Puis en gros, c'est que le levier n'a pas d'importance. J'aurais pu mettre 2 de levier ici, puis ça n'aurait rien changé parce que c'est vraiment la taille de position qui est importante. Ok, donc voilà. Donc là, on peut le voir. Par exemple, voilà, donc le stop loss il est là. Voilà, donc en gros, ton prix de liquidation serait genre 40 000. Euh, Est-ce qu'on peut. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal ça. Donc voilà, donc ça serait un exemple sur qu'en gros le levier n'a pas d'importance parce que ici on pourrait rechanger le levier. Par exemple, si on pourrait mettre du levier, par exemple x10, puis ça change absolument rien. Genre que tu as un levier x10 ou x500, ton prix de liquidation ou comment que tu vas perdre, ça va rien changer. Ah, mais ouais. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai plein d'annonces. Mais ouais. Donc voilà. Donc c'était juste ça que je voulais montrer. Puis sinon, bah, ça va être pas mal tout pour la vidéo. Mais on peut voir que si le prix de liquidation peut changer. Je crois que j'ai juste changé le levier que j'ai mis sur ce. Ouais, en gros, c'est ça. Ok, regardez. Donc là, par exemple, j'avais 500 de levier ici. Puis là, j'ai mis 10 de levier. Puis on peut voir que le prix de liquidation n'a pas changé. De 500 à 10 de levier, le prix de liquidation n'a littéralement pas changé. Parce que justement, ça change absolument rien sur le prix de liquidation. C'est vraiment. Ou juste sur le stop loss, par exemple. Donc, par exemple, sur le stop loss. Euh, En gros, sur qu'est-ce que tu vas perdre dans le trade, ça va absolument rien changer. Ça va être exactement la même chose. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est pas mal la fin de la vidéo. Si vous n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.